Bonsoir, nouvelle édition du journal de la rédaction, le point sur l'actualité locale et aujourd'hui nous parlerons notamment de Thibaut Mathieu. Il n'a pas encore 30 ans, il est déjà présent à l'ONU à New York, le Versaillais est délégué du Rotary Club International et nous parlera de son rôle sur ce plateau dans quelques instants. La Croix-Rouge accueille depuis quelques jours une soixantaine de migrants dans son centre des Matelots à Versailles. En septembre, 81 réfugiés arrivaient à Bonnel. Nous faisons le point sur la situation dans les Yvelines. Ils étaient près de 3 millions de téléspectateurs devant M6 hier soir pour assister à la qualification en finale de Top Chef de Xavier Pincemin, second du Trianon Palace à Versailles. Nous sommes allés le rencontrer dans ses cuisines portraits à la fin de cette édition. Et pour débuter ce journal, nous allons faire un point sur la situation des migrants, des réfugiés dans le département avec vous, William. Bonsoir. Il y a 2 semaines, environ 60 migrants se sont installés du côté de Versailles. Bonsoir Wilfried. Alors oui, tout d'abord, faisons un petit point sur la situation dans les Yvelines. Alors souvenez-vous, en septembre, 78 réfugiés étaient arrivés à Bonnel, dans le centre des Orantes, dirigé par l'association Habitat et Humanisme. Ils étaient arrivés d'Allemagne et à l'époque, c'était les premiers réfugiés syriens accueillis officiellement par la France. À ce moment-là, François Hollande avait annoncé l'accueil sur 2 ans de 24 000 réfugiés en provenance de Syrie. Dans ces réfugiés, on décomptait 3 nationalités différentes, 47 Syriens, 30 Irakiens et 1 Palestinien. Et donc, aujourd'hui, que sont devenus ces réfugiés ? Eh bien, ils ont quitté les lieux. En réalité, ils ne sont restés là-bas seulement que quelques semaines. L'État les avait placés le temps de s'occuper de toutes les démarches administratives. Il y avait seulement 2 familles. Les autres étaient des hommes qu'on dit isolés. Ils ont donc été placés dans des familles d'accueil ou bien dans des logements collectifs. Pour autant, aujourd'hui, le monastère accueille toujours des réfugiés et des migrants. En fait, le centre n'est pas resté vide très longtemps. En octobre, ce sont des Afghans qui sont arrivés là-bas et puis des Tibétains quelques mois plus tard. J'y suis revenu il y a un peu plus d'1 mois pour les rencontrer. À ce moment-là, il y avait 12 Afghans, un Pakistanais et 59 Tibétains. Et pour autant, une fois qu'ils sont arrivés, il faut leur trouver un statut, définir un statut. Est-ce qu'aujourd'hui les choses sont plus claires ? C'est une question un petit peu compliquée. En réalité, il y a 2 sortes de réfugiés. C'est un petit peu comme si on faisait la différence entre le mot migrant et le mot réfugié. D'un côté, on a les demandeurs d'asile. De l'autre, ce sont les réfugiés statutaires. C'est l'État qui décide d'accorder ou non le statut de réfugié statutaire. Et en général, ça se fait en fonction du pays d'origine de la personne. Par exemple, les Syriens qui étaient arrivés en septembre et qui fuyaient la guerre étaient des réfugiés statutaires. Mais écoutez plutôt Isabelle Morette, la directrice du monastère des Orantes, qui nous explique à quoi correspondent ces 2 statuts. Il y a 2 niveaux de statut. Il y a les demandeurs d'asile et les réfugiés statutaires. La majorité, nous avons donc des réfugiés statutaires, donc ça signifie qu'ils ont obtenu le droit d'obtenir un titre de séjour de 10 ans en France et de travailler en France. Les demandeurs d'asile restent ici en attendant donc que leur dossier soit étudié par l'OFPRA, qui est l'organisme qui en France statue sur le fait de vous donner votre statut, de réfugié ou pas. Donc là, ça peut être plus long, ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, en ce qui concerne l'avenir des personnes qui se trouvent au monastère, c'est comme pour les précédents. L'objectif, c'est pas qu'ils restent ad vitam aeternam dans ce centre qui reste un lieu de transit. C'est soit qu'on leur trouve un logement, ou bien qu'ils attendent leur régularisation. En ce qui concerne leur journée, Isabelle nous a fait faire un petit tour des lieux et nous a expliqué. Vous avez donc les cours de français qui vont avoir lieu pendant 2 heures et qui seront suivis cet après-midi par un atelier discussion, échange, jeu. Tout ça en français. Donc nous avons une association de 50 à 60 bénévoles qui se relient toute la semaine ainsi que le samedi pour donner des cours donc aux résidents. Comme vous pouvez le voir, ils sont occupés, ils prennent des cours de français et participent activement à la vie du centre. En plus, ils sont libres de sortir quand bon leur semble, à condition de revenir au moins une fois tous les 3 jours. Donc là, on parlait des migrants qui sont installés du côté de Bonnel. Il y en a aussi une soixantaine qui sont arrivés à Versailles. Tout à fait. Donc ils sont arrivés le 30 avril et ils étaient 60. Ils faisaient en réalité partie d'un campement qui était installé sous le pont du métro aérien à Stalingrad à Paris, sous le métro Stalingrad à Paris. Ils ont été expulsés car le campement devenait insalubre.
libres. Ils ont donc été placés dans le centre d'hébergement d'urgence des Mortemais, que l'on voit sur ces images, et qui se trouve sur la route de Versailles. C'est en fait un terrain militaire. Ici, on a 2 nationalités différentes, des Afghans et des Soudanais principalement, et ce sont essentiellement des hommes isolés. Écoutez Yolande Grobon, directrice départementale adjointe de la cohésion sociale, que j'ai rencontrée sur place. On a des personnes qui ont déjà le statut de réfugié, d'autres qui ont déjà demandé un dossier à Paris, qui ont déjà déposé un dossier à Paris, et d'autres qui sont totalement en situation irrégulière. En fait, il y a les 3 situations finalement. Donc l'objectif, c'est de clarifier la situation de chacun, de dresser des listes. Et puis ensuite, à partir de ces listes, eh bien, on va engager les personnes à déposer le dossier auprès des services de l'asile. Alors ici, on n'est pas sur la même problématique que pour les réfugiés syriens. Pour avoir le statut de réfugié, c'est du cas par cas. D'ailleurs, les services de l'OFI et de l'OFPRA devraient les rencontrer cette semaine. Eux aussi également sont libres. Ils ne sont déjà aujourd'hui plus que 37 à vivre là-bas dans ce centre qui est administré par la Croix-Rouge. Écoutez encore Yolande Grobon qui nous fait un point sur le nombre de réfugiés dans les Yvelines. Sur Bonnel, on a en permanence 60 Tibétains et 15 Afghans. Donc ça fait 75. Ensuite ici, donc, on a un potentiel de 60, mais actuellement 37. Sur Triel, on a 70 personnes. Et sur Mézy, à peu près 90. Soit un total de 272 réfugiés migrants. Tout à fait. Ça, c'est pour ceux qui sont sous l'autorité du préfet des Yvelines. Mais il y a aussi les personnes qui sont hébergées en hôtel ou dans des foyers de type Adoma. Ils se trouvent à Conflans-Sainte-Honorine, Elancourt ou Maurepas. Et ceux-là ne sont pas sous l'autorité du préfet des Yvelines, mais sous celle du préfet de région. Merci William pour ce point complet sur l'accueil des réfugiés, des migrants dans notre département des Yvelines. Dans l'actualité également, aujourd'hui, le déplacement de la ministre du Logement, Emmanuelle Cos. Nous irons à la Verrière où elle se trouve dans quelques minutes pour faire un point sur cette visite, pour évoquer la thématique du logement, de l'habitat plus globalement. Mais pour l'instant, nous poursuivons cette édition avec Thibaut Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas encore 30 ans, mais vous siégez déjà à l'ONU. Vous partez chaque mois à New York pour le Rotary Club International. Comment êtes-vous arrivé à ce poste ? C'est une excellente question. Tout d'abord, merci beaucoup de votre invitation. Toujours un plaisir. Et donc, effectivement, ce poste est à la fois une grande et mais surtout une très belle surprise. Une très belle surprise parce qu'il prouve que tous les bénévoles, à travers le Rotary Club, mais aussi à travers d'autres grandes ONG, je pense aussi au Lions Club, parce que ce sont des clubs services tous deux, qui se mobilisent chaque année à travers leur temps, leur énergie et parfois même leur porte-monnaie au service du bien commun. Et donc, je suis très honoré, véritablement honoré de pouvoir les représenter, du moins d'avoir cette petite voix au sein des Nations Unies à New York. Rotary Club International, alors pour repréciser, c'est une association qui rassemble plus de 35 000 clubs à travers le monde entier, plus de 200 pays, organisation qui est apolitique, et il y a une devise, servir d'abord. Et non pas se servir d'abord. Oui. Donc, servir d'abord, absolument. Au départ, j'ai commencé par le Rotary Club, d'accord, la jeunesse du Rotary, les 18-30 ans. Et puis, l'âge se faisant et s'avançant, pour ma part, j'aurai mes 30 printemps au juin prochain. Et donc, le Rotary, effectivement, était la voie la plus naturelle. Et le Rotary Club, effectivement, ce sont des générations entières qui se mélangent pour essayer de faire des actions pour pouvoir récolter des fonds. Quel type d'action, par exemple, concrètement Dans les Yvelines, il y a quelques temps, vous avez eu les potagers solidaires. Vous avez également les récoltes de denrées alimentaires à travers la banque alimentaire chaque hiver, qui après est redistribuée au niveau local, c'est très important. Et là, par exemple, au mois de mai, Adrien Cossard du Rotary Club de Versailles va organiser le premier week-end européen où des jeunes du monde entier vont venir célébrer l'Europe, notamment les journées du 7 et 8 mai. Si on en revient à votre rôle de délégué au sein de l'ONU, ça consiste en quoi justement ? C'est échanger sur les différentes actions qui sont menées, trouver de nouvelles idées ? Alors c'est trouver de nouvelles idées, c'est être innovant, c'est terme d'innovation, c'est de porter une voix plus jeune, un peu plus innovante dans cette grande sphère, dans ce temple de la diplomatie internationale. Et surtout, avant de parler, il faut savoir écouter. Donc, effectivement, il ne se suffit pas de commencer à parler avec de grandes phrases et à aligner de beaux mots. Non, il s'agit déjà de savoir quelle est la réalité du terrain, quelle est la réalité de chaque situation. La situation au Sud-Soudan n'est pas la même en Syrie ou en Allemagne. Et
pour ne citer que ces exemples-là, pardon, vous avez également des catastrophes naturelles. Le Rotary est toujours là, toujours présent quand il y a une catastrophe, qu'elle soit militaire ou naturelle. Et donc, cette petite voix Nations Unies nous permet de faire partie de ce monde et de pouvoir mieux, justement, demain, être sur le terrain pour servir ce monde. Là, vous avez échangé, déjà, vous avez siégé quelques fois, donc vous avez Oui. pu échanger avec vos homologues du Danemark, de Chypre, de République tchèque, par exemple, fait. pour parler de vos voisins Oui, tout dans, à dans- fait, dans oui, l'hémicycle. à l'hémicycle, oui. Qu'est-ce qui ressort un petit peu? Quelle peut-être différence y a-t-il aussi dans l'approche de cette solidarité en fonction des pays, des choses qui ont pu vous surprendre? ou- Alors, il y a toujours pas mal d'anecdotes, je pense, qui vont venir au fur et à mesure du temps. Mais la première chose, c'est que tout le monde, de toute façon, est conscient, peu importe le pays d'où il vient, tout le monde est conscient que la situation mondiale est catastrophique et il est important d'agir, mais d'agir intelligemment. D'agir intelligemment, ça veut dire d'agir avec les médias sociaux que nous avons. La révolution numérique et digitale est importante dans la résolution de beaucoup de conflits aujourd'hui, mais également, elle est importante aussi qu'on puisse se parler. Quand on voit, dans une petite anecdote, quand on voit que dans certaines commissions, la commission peut être reportée ou annulée parce que l'ambassadeur, le délégué, c'est le terme onusien, de la Chine n'est pas présent, par exemple, et ben ça vous montre un petit peu quel poids pèse chacun des pays, et ça vous êtes obligé de prendre du recul, très clairement du recul. Mais je le dis, je le répète, une fois que vous êtes dans l'hémicycle, la plupart du temps, ce n'est pas de savoir comment bien voter, puisque ça, vous le savez, comment vous allez voter. La chose la plus simple et la plus claire à faire, c'est d'être prêt au moment où on va vous donner quelques petites secondes de parole, puisque avec des centaines de délégués, vous imaginez bien que le temps est chronométré absolument... à la seconde près. Il n'y a pas malgré tout une frustration aussi dans le fait de siéger à l'ONU, parce que, on le sait, il n'y a pas de pouvoir de sanction, par exemple, à l'ONU. Absolument. Chaque État est souverain. Voilà, le juriste que je suis peut l'affirmer. Chaque État est souverain, et donc les Nations Unies peuvent très bien donner des dizaines de résolutions par jour pour infliger telle ou telle sanction à un pays. Ce n'est pas pour ça que ce pays va se sentir menacé ou encore mieux puni. Il n'y a pas de frustration, malgré tout? Ça dépend des sanctions, ça dépend effectivement des situations. La guerre en Irak, l'ONU s'était prononcée contre l'invasion de l'Irak par les Américains. Les Américains n'en ont pas tenu compte et sont quand même y allés. Effectivement, je pense que ce type de blocage n'est pas forcément une frustration. Mais je ne pense pas que ce job soit inutile. Je pense qu'il est utile aujourd'hui de pouvoir parler avec le monde entier, de pouvoir avancer ensemble. Vous parlez de job justement, parce que la politique pour vous c'est un peu un job. En tout cas, ça pourrait le devenir. Vous étiez candidat à Versailles lors des dernières élections municipales. Versailles nous rassemble, c'est votre mouvement qui perdure, qui existe aujourd'hui toujours. Quelles sont vos visées politiques justement? Vous prenez ce job à l'ONU comme un tremplin, un marchepied? Alors non, c'est ni un tremplin ni un marchepied, c'est d'abord une expérience, une expérience enrichissante, extrêmement enrichissante sur le plan humain et sur le plan des idées. Et deuxièmement, la politique pour moi n'est pas un métier, c'est d'abord avant tout un devoir. Et je ne me suis pas encore prononcé sur l'avenir politique à Versailles, mais il est sûr que quoi qu'il arrive, je serai prêt. Je suis l'actualité versaillaise avec assiduité, et je puis d'ailleurs me réjouir aujourd'hui, par exemple, parce que je parle toujours, tout ce monde-là se connaît, et ce sont aussi des amis. Je pense à Olivier Delafère, un conseiller général, et qui est aujourd'hui le représentant du comité olympique pour le département des Yvelines. Et bien, avec mon cher ami Olivier, nous parlons de l'équitation. L'équitation qui est aujourd'hui un sport, mais un sport qui va être plus que représenté à Versailles. Et pendant ma campagne, j'avais effectivement dit que je souhaitais, à titre personnel, que Versailles devienne une capitale équestre. Et grâce au travail exemplaire que le château de Versailles a pu accomplir, Catherine Pégard et toute son équipe, et Olivier dans un autre temps, et ainsi que la Société des Amis, qu'on oublie, mais ils font un travail absolument incroyable, eh bien, on va peut-être avoir ces épreuves-là au château, qui va pouvoir nous donner une respiration versaillaise que, franchement, on a besoin, puisqu'il ne faut pas se tromper. L'attractivité touristique de Versailles n'est pas une chose acquise. Vous avez un discours politique déjà bien rodé. On va faire comme à l'ONU. Je vais chronométrer votre temps de parole pour une réponse très claire. Il y a des législatives en 2017 en France, pour le coup. Ça vous intéresse? Ça vous intéresse pas? Vous y pensez? Je me suis arasé ce matin.
Voilà, donc vous y avez pensé. Merci pour traduire tout ça. Merci Thibaut à vous. Mathieu, Merci. délégué donc du Rotary Club International qui siège donc à l'ONU. Merci. Santé à présent dans ce journal et le second volet à présent de ce portrait que nous avons consacré à Anaïs. Vous avez découvert dans notre édition d'hier cette petite fille de 5 ans qui est atteinte de tétraparésie, une forme d'infirmité moteur cérébrale qui la rend handicapée des 4 membres. Ses parents lui font pratiquer plusieurs méthodes de rééducation. Voici la suite de ce reportage consacré à cette famille réalisé par William L. On y va ? Allez, c'est parti. Cocotte. Après avoir passé sa journée entre l'école et l'hôpital, Anaïs rentre chez elle, mais sa journée n'est pas terminée. Soucieux du développement de leur fille, les parents sont allés chercher plus loin que ce que pouvait proposer la médecine française, des méthodes dites alternatives, souvent non reconnues par la France. C'est beaucoup d'investissement parce que du coup, il faut rééduquer donc, aussi bien la marche que la parole que les bras. Et du coup, au quotidien, il faut la stimuler, la solliciter, même si elle est très très volontaire et qu'elle a très très envie de progresser. Ces thérapies, c'est à l'étranger que les parents sont allés les chercher. Méthode Essentis, biofeedback ou encore la méthode MEDEC à laquelle Anaïs s'exerce tous les soirs. Donc on redescend doucement, on plie les jambes, mets les mains devant, je te tiens. Les mains devant. Des exercices qui exposent l'enfant à la gravité dans l'objectif d'obtenir une réponse active. Elle fait des exercices, en fait, par exemple, en montant sur des boîtes en bois, où on la met en situation de déséquilibre pour qu'elle puisse appréhender et retrouver son équilibre. Et ça lui permet comme ça de garder une posture bien plus droite. Une méthode très physique mais chronophage pour les parents. Anaïs réalise tous les soirs des séances d'une demi-heure environ, mais qui, selon eux, portent leurs fruits. On a vu qu'elle faisait énormément de progrès, notamment sur la marche, parce que là, au mois de décembre, elle a pu faire ses premiers pas toute seule. Et on essaie de la stimuler au quotidien pour qu'elle puisse continuer à avancer. Une partie de ces thérapies se fait à l'étranger, notamment en Espagne. Des déplacements très coûteux qui ont nécessité la création d'une association pour aider au financement de ces soins, mais aussi pour le matériel trop peu remboursé par les assurances sociales. Et on s'arrête. Anaïs, une petite fille extrêmement soutenue par ses parents qui mettent toutes les chances de son côté pour améliorer son état physique avec l'espoir de la voir peut-être un jour marcher et parler comme tout le monde. Anaïs, tu t'appelles Anaïs. Et le portrait complet de cette petite fille, donc Anaïs, sera retrouvé dans le prochain numéro de Check-up à l'antenne sur TV Fil 78 et en replay sur notre site internet. Un tout autre sujet à présent, les fermes de Galie organisées ce week-end. Cette deuxième université du goût, le goût du bon, la provenance des produits, l'origine du goût aussi. Autant de questions qui ont été développées lors de conférences et d'ateliers pratiques. Bien évidemment, retour sur cette journée avec Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Quel jus de pomme est le plus sucré? Lequel est le plus acide? Les sens des visiteurs des fermes de Galie ont été mis à contribution ce week-end, et plus précisément le goût. Nous qui sommes à l'origine du goût de certains produits, parce que sur la façon dont on plante les produits, on les arrose, on les cultive, le produit, le végétal, pour ce qui concerne la pomme par exemple, va avoir ou peut avoir un goût différent. Et comme on est à l'origine du goût, il était important aussi qu'on arrive à faire comprendre aux uns aux autres, donc à partager avec l'ensemble des gens qui sont des mangeurs, donc ce n'est pas des citoyens, qui est une donnée économique, le mangeur c'est vous, moi, donc de partager avec eux la façon dont ça se produit et ça fonctionne. Avec la présence de médecins, de nutritionnistes, de philosophes ou encore de producteurs, ces universités sont l'occasion de comprendre d'où vient le bon goût et d'identifier ce qu'on aime ou non. Il s'agit de déguster donc du chocolat et d'en faire une traduction sur donc le goût, sucré, acide, légèrement donc amer aussi en fin de bouche, en astringence, voir s'il est aussi l'aspect physique, c'est-à-dire s'il est fin, fondant, s'il est crémeux, croustillant. Ça permet d'avoir une vision différente du goût. Et ça marcherait bien si à chaque fois qu'on essayait un chocolat, on faisait une visualisation en 3D. L'atelier, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que la pomme, c'est un fruit qui est très très connu en fait, très répandu. On pourrait même dire que c'est presque banal, mais finalement il y a un large panel de sensations. Et au niveau de la texture, au niveau du goût, des odorats.
Cette journée a rassemblé plus de 300 personnes. Une 3e édition des Universités du Goût est déjà prévue pour l'année prochaine. Le parc France Miniature qui a rouvert ses portes ce week-end après sa traditionnelle coupure hivernale. Le public a pu redécouvrir les monuments français, mais aussi les dernières attractions comme la grotte et le champ de fouilles. Cette réouverture était aussi l'occasion pour le parc de proposer de nouvelles animations. On écoute les premiers visiteurs. C'est plutôt sympa. Déjà, l'ensemble des monuments, c'est intéressant. Et puis, la partie attraction là, qui est superbe quoi, pour les enfants. En plus, on a la chance, on a le soleil. Donc... C'est grand, il y a beaucoup d'espace, il y a plein d'attractions. Le détail, et puis le voyage, on fait le voyage partout en France, quoi. Sans y être allé, c'est vraiment extraordinaire. Puis il y a vraiment des points de détail sur les monuments, et les commentaires sont intéressants aussi pour pouvoir s'y retrouver. Autre parc, autre nouveauté. Depuis le 2 avril, le parc zoologique de Thoiry invite ses visiteurs à découvrir son labyrinthe sous un autre jour. Les 6000 mètres carrés de son parcours sont dorénavant le théâtre d'une mission pour aider et sauver les animaux. On y trouve 15 animaux fantastiques protégés, dont 4 animatronics. Écoutez Colomba de la Panouse, directrice générale déléguée du parc, qui a conçu cette animation. En fait, on a un jeune biologiste qui s'appelle Noé. Lui, il veut sauver les espèces menacées. Et son petit frère, Foufou, lui, il a créé plein d'animaux extraordinaires qui n'existent pas. Et il les a mélangés avec les animaux du zoo. Donc la mission, c'est d'aider Noé à remettre de l'ordre dans tout ça. Parce que maintenant, c'est tout mélangé et c'est vraiment n'importe quoi. Animation à découvrir au parc de Thoiry pour cette nouvelle saison. Et pour terminer ce journal, retour sur la compétition qui passionne chaque semaine, chaque mardi soir, près de 3 millions de téléspectateurs. C'est Top Chef sur M6 en 12 semaines de compétition pour Xavier Pincemin. À seulement 26 ans, il est le second du restaurant gastronomique Gordon Ramsay, 2 étoiles du Trianon Palace à Versailles et il vient de se qualifier pour la finale. Nous sommes allés le rencontrer dans ses cuisines, un sujet de Sephora Namani et Mélanie Poquet. Xavier Pincemin a 26 ans et le finaliste de Top Chef. Second du Gordon Ramsay, restaurant gastronomique 2 étoiles du Trianon Palace de Versailles, il opère le même rituel tous les matins. Arrivé à 8 h, il se change et monte en cuisine. La mise en place commence. Bon Paul, elle est bien la salle hein? Ouais, elle est pas mal. Ouais, t'as reçu combien? 2. Tu vas payer combien? Elles sont à 23. Ok. 12 semaines de compétition Top Chef déjà pour Xavier Pincemin. Une aventure éprouvante et riche en apprentissage. Un épanouissement perceptible pour ce jeune cuisinier. Depuis que j'ai fait Top Chef, ma cuisine a évolué parce que j'essaie de donner plus mon identité à moi. Parce que avant j'étais vraiment derrière Simonet, maintenant j'essaie vraiment de me donner mon style de cuisine, être un peu plus créatif on va dire. J'ai pris plus de confiance en moi par rapport au service, le rapport avec l'équipe il est de plus en plus fort. C'est vrai que je suis de plus en plus passionné par mon métier. Je suis sous-chef du restaurant gastronomique. Et donc mon rôle, c'est de contrôler ce que font tous les gars avec qui je bosse. C'est-à-dire que je joue aux garnitures, et ils cuisent ces asperges, je regarde si elles sont bien épluchées, si elles sont belles au niveau de la couleur, le calibre et si le goût est bon. L'assaisonnement, la cuisson. Le matin, je goûte tout. Comme ça, ce soir, pendant le service, il n'y a pas de problème. En semaine, le restaurant de 50 couverts n'est ouvert que le soir. Xavier et son chef Simone Zanoni en profitent pour retravailler la carte en fonction des saisons et des arrivages quotidiens. Une complicité et un respect mutuel partagés depuis 8 ans qui a poussé le chef à inscrire son poulain au concours Top Chef. Je me suis dit, j'avais un bon candidat, j'avais quelqu'un comme Xavier, que je pense qu'il était arrivé à une certaine maturité et je pense que c'était un bon challenge pour lui aussi. Techniquement, c'est le meilleur. Humainement, c'est quelqu'un qui quand même si de temps en temps on essaie de le faire passer pour quelqu'un d'un peu arrogant, pour quelqu'un d'un peu trop sûr de lui, en fait en réalité il n'est pas du tout comme ça. On est très confiant qu'il va arriver jusqu'à la fin. De belles qualités pour peut-être décrocher la finale, mais en attendant, retour en cuisine à 18 h pour les derniers contrôles qualité. Avant de démarrer le service, Xavier briefe sa brigade de 12 cuisiniers et l'équipe de service en salle. On a des clients importants à la table 4, donc il y a une personne sans gluten. 20 h, le service démarre, le second rejoint son pass, annonce des commandes, vérification des assiettes, l'adrénaline augmente, attention et calme sont de rigueur. Ici c'est le pass, c'est là où je travaille avec Simonet, c'est-à-dire que c'est un petit peu le dernier endroit où on a un contrôle sur, on jette un œil sur l'assiette. C'est ça? Ça marche. Ouais. Marche 2 menus découvertes avec 2 foires à 2 turbo rosés et 2 veau rosés. Oui.
La passion de la cuisine, pour moi, c'est venu depuis tout petit parce que c'est vrai que mes parents ils travaillaient beaucoup et j'avais besoin de les voir comme tout le monde. Et la seule façon de les voir, c'était de dîner avec eux. Donc moi, avant, ce que je faisais, je préparais le dîner un petit peu tout seul. Et puis dès que ma mère arrivait, voilà, on se retrouvait en cuisine et après on passait tous à table. Une passion qu'il espère bien honorer en décrochant la finale de Top Chef 2016 lundi 18 avril et devenir ainsi le 7e gagnant de l'aventure culinaire. C'est moi qui vais y arriver, pourquoi? Parce que je suis motivé, je ne suis pas allé jusque là pour rien. Il y a mon chef qui est juste là qui attend quand même. C'est important pour lui que j'aille jusqu'au bout. Et je ne veux pas décevoir mes parents ni ma famille. C'est mon rêve depuis tout petit, c'est d'être chef étoilé. Et on y croit, j'y crois toujours. Et puis je ne vois pas pourquoi ça marche pour les autres et pas pour moi. Et on y va. Table 12, vas-y doucement s'il te plaît. Verdict donc de Top Chef dans une petite semaine. Lundi soir, nous partons donc, je vous le disais au début de cette édition, pour la Verrière avec Emmanuelle Cos, la ministre du Logement qui est en déplacement actuellement. Elle rencontre les élus pour évoquer des projets d'écoquartiers, d'habitat participatif. Sur place également pour la rédaction, Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Wilfried, vous le disiez, elle est... La ministre, oui, qui doit donc rester jusqu'au début de la soirée. Quel est son programme ? Alors, elle est notamment venue participer à une table ronde sur le thème « Habiter autrement à la Verrière ». L'équipe municipale est actuellement en train de lui présenter les différents projets de construction de logements de la commune. Vous l'avez dit, un habitat participatif et celui de Gare Bécane qui concerne le nord de la ville. Ce projet, initié en 2013 par la commune et l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, prévoit la construction de 1800 logements, un pôle gare rénové et multimodal et aussi un pôle d'activité d'environ 80 000 m². Les travaux devraient commencer en 2017. Merci Mélanie, nous reviendrons sur ce déplacement de la ministre à la Verrière dans notre édition de demain avec un reportage complet bien évidemment. Le 7-8, le journal est terminé pour ce soir. Dans un instant sur TV Fil, le 7-8 Société, Nouradine Agne qui évoquera les JO 2024. Quelles opportunités pour Saint-Quentin en Yvelines? C'est la question qu'il posera à ses invités qui vont débattre dans un instant. Je vous souhaite une excellente soirée.